Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Le lundi 21 mars, le président américain Joe Biden a assuré que la Russie pourrait être en train de préparer une cyberattaque contre les États-Unis. La Russie dispose de moyens informatiques conséquents et cela va arriver, a-t-il déclaré. Mais selon des experts, l'Europe serait aussi sous la menace d'une cyberattaque russe. Mais qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Pourquoi la Russie est-elle particulièrement bien dotée pour faire de la cyberarme un moyen de faire la guerre autrement ? Comment s'en prémunir ? On en parle tout de suite avec Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique. Alexandre Lazareg, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Une cyberattaque, c'est une attaque, comme on peut en voir habituellement à travers les guerres, mais de manière numérique, de manière digitale. On utilise des moyens technologiques pour entraver des institutions, attaquer des entreprises et, le cas échéant, porter des préjudices qui peuvent être très importants à l'égard de personnes, même physiques. Alors pourquoi est-ce que la Russie est particulièrement bien dotée pour faire de la cyberarme un moyen de faire la guerre autrement ? Pourquoi la Russie ? Disons qu'il y a eu un investissement particulier en Russie et une prise de conscience des dirigeants russes de manière très, je dirais en amont par rapport aux autres, que en fait l'arme cyber pouvait être aussi un moyen de faire la guerre, et il y a eu des investissements qui ont été faits ces dernières décennies, en Russie en particulier, en ce sens, c'est-à-dire des recrutements d'individus, de personnes, des formations, des universités qui se sont mis en route pour avoir des pouvoirs technologiques qui peuvent aller dans ce sens. Il y a eu par exemple Edward Snowden, un haut fonctionnaire de la NSA qui a été recruté par la Russie, des étudiants, des lycéens qui sont formés en ce sens, et puis il y a eu toute une mise en marche des pouvoirs publics en Russie pour être dotés de ce nouvel outil qui peut, je dirais, permettre d'être compétitif du point de vue de l'intelligence économique, et aussi d'être redoutable du point de vue de la guerre. Mais est-ce que les Russes ont fait ça, ont recruté tous ces ingénieurs spécialisés en informatique pour, on va dire, lancer une cyberattaque, ou c'était juste un des buts visés ? Non, il y a eu une révolution technologique depuis la bulle Internet, si vous voulez, et depuis, tout le monde a dû se mettre en route pour être, je dirais, disponible pour affronter ce nouvel âge d'or économique dans le monde, et la Russie a été disponible pour cela. Mais il se trouve qu'elle a aussi utilisé ses moyens pour protéger ses frontières, pour faire de l'intelligence, pour récupérer des informations, et comme elle est très attachée à sa souveraineté nationale, évidemment elle entend aussi protéger son intelligence économique, et cela elle le fait à travers des moyens technologiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie est tout à fait dotée en moyens technologiques pour faire de l'intelligence à travers ce type de réseau, et même on le sait, influencer parfois ou tenter d'influencer à travers les réseaux sociaux aussi des campagnes électorales. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait documenté. Et la Russie s'est particulièrement distinguée à ce sujet. Plus que les États-Unis, plus que d'autres pays ? Disons qu'en tout cas, il ressort des études, des sciences sociales, etc., que la Russie a investi dans ce sens. Mais il n'en demeure pas moins que tout le monde doit évidemment être armé sur le plan des nouvelles technologies, et que l'intelligence économique, la protection de nos intérêts passe aussi par ce genre d'outils. Donc la France n'est pas en reste, bien entendu. Les États-Unis, l'Europe n'est pas en reste en ce sens. Mais on sait que la Russie a pris et a mis en place des moyens particulièrement importants par rapport aux autres. Elle a accusé, je dirais, une avance par rapport aux autres sur ce terrain-là. Et parfois, elle a eu, on peut le dire, des comportements qui n'ont pas toujours été bienveillants à l'égard de ses voisins en utilisant ces technologies. Oui, vous pouvez citer quelques exemples concrets ? Il y a eu la Lituanie qui a été mise à genoux pendant 2 semaines à travers des attaques qui ont entravé les institutions, les hôpitaux, les écoles, le milieu universitaire, les réseaux informatiques, les éléments, je dirais les secteurs essentiels, comme on dit, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz. Tout ça est aujourd'hui digitalisé dans les États. Tout ça aujourd'hui fait l'objet d'infrastructures numériques, ce qui est un
avantage, mais c'est aussi une très grande vulnérabilité. Et voilà comment la Russie a pu s'immiscer là. Il y a eu le Parlement fédéral allemand aussi qui a fait l'objet d'une attaque massive très importante. Et ça venait vraiment de la Russie. Hein. Alors, venait vraiment de la Russie. Très bonne question. Bah nous oui, en savons. parce qu'on ne peut pas accuser la Russie n'importe comment, n'est-ce pas? Il s'agit de la dignité d'un État. Bien sûr, nous ne sommes. Le problème des cyberattaques, une chose est sûre, c'est que les cyberattaques, les épisodes connus, sont particulièrement massifs et ne peuvent pas résulter uniquement d'initiatives personnelles. Il faut des moyens étatiques pour les faire, premier point. Ensuite, une entreprise ne peut pas le faire, aussi puissante soit-elle. Elle peut mener un certain nombre d'actions, mais pas au point tel qu'on les a connus, c'est-à-dire attaquer le Parlement fédéral allemand, l'Ukraine ou la Lituanie à travers ces institutions. Mais le problème de la cyberattaque, c'est que nous ne sommes jamais certains de l'auteur, parce qu'il faut tracer. Il faut retrouver l'auteur à travers des traces numériques, il ne reste pas grand-chose. C'est là que les experts nous disent qu'ils ont trouvé des traces de code en langue russe qui laissent penser ou laissent entendre il y a des suspicions qui pèsent sur la Russie. Ceci étant dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs le problème de ce type de menace, c'est qu'il n'y a jamais de certitude sur l'auteur, l'origine de ce genre d'attaque. Il n'y a jamais eu de certitude. Absolument. Et il n'y en aura pas alors. Et les États, évidemment, ne reconnaissent jamais être à l'origine de telle ou telle action, si bien qu'il y a un certain nombre de suspicions, mais il n'y a pas de certitude. C'est tout à fait clair. Ben, moi, j'ai appris qu'il y a un an, Joe Biden a échangé avec Poutine lors d'un sommet au sujet de la cyberattaque. Il a laissé entendre qu'en cas d'attaque, en cas de cyberattaque russe contre les Américains, la réponse américaine sera tout aussi puissante, violente et efficace. Alors, et ça veut dire que les États-Unis sont particulièrement bien armés en ce sens. Oui. Alors, il est tout à fait clair qu'on parle beaucoup de la Russie parce qu'on estime qu'ils peuvent avoir des attitudes malveillantes à l'égard de pays voisins qui considèrent comme plus ou moins ayant un magistère sur ces États. Mais ceci étant dit, historiquement, nous savons parfaitement que ceux qui ont en premier lieu mis en œuvre un certain nombre de moyens pour récupérer des informations, attaquer des univers digitaux numériques, les entraver, le cas échéant faire de l'intelligence économique, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont investi énormément, par exemple, dans ce qu'on appelle le service de la NSA. Et ce sont des services de renseignement tout à fait, je dirais, dotés évidemment en moyens technologiques et évidemment qui ne sont pas en peine pour, le cas échéant, contrecarrer une éventuelle attaque de la Russie. Et pourquoi les États-Unis ont particulièrement peur, comme on l'a signalé lors de l'introduction? Peur voulait dire d'une cyberattaque russe. C'est une menace qui est réelle parce qu'aujourd'hui nous sommes je vous coupe juste une seconde parce que Joe Biden, il a dit « cela va arriver ». Donc pour lui, c'est une certitude. Alors d'abord, on dit toujours que les cyberattaques, la question n'est pas de savoir si elles vont arriver, mais quand est-ce qu'elles vont arriver? Parce que tout le monde est vulnérable vis-à-vis du numérique. Et ça, ce n'est pas une question de Russie. Toutes les entreprises sont menacées par des cyberattaques. Toutes les personnes sont menacées par les cyberattaques. On peut se protéger, on peut se former, on peut utiliser des moyens pour se prémunir, mais nous ne pouvons pas nous prémunir à 100%. Ça, c'est une chose tout à fait claire. Aujourd'hui, les États-Unis, qui sont particulièrement bien informés, savent que la Russie utilise l'arme de la cyber comme une arme comme les autres pour faire la guerre, et ceci étant évidemment que les pays alliés à l'Ukraine ou ceux qui manifestent, je dirais, leur solidarité à l'égard de l'Ukraine, eh bien, sont menacés. Et les États-Unis considèrent qu'en effet, c'est une menace qui est tout à fait sérieuse, qu'elle adviendra incontestablement. Et aujourd'hui, il appelle les entreprises privées et les organismes publics à prendre conscience de cela et mettre ensemble un certain nombre de moyens pour que ces entraves, le cas échéant quand elles adviendront, eh bien, ne soient pas trop préjudiciables pour les citoyens américains. Alors, on va dire le tout premier exemple de cyberattaque remonte à quelle année? Disons que la vraie grande cyberattaque qui a eu lieu, elle remonte à peu de temps, on est dans les années 2014. 2014, c'est assez récent quand même. Assez récent, oui, et ça vient et c'était, on l'estime, en Lituanie.
En Lituanie. Nous n'avons pas de certitude, évidemment, encore une fois, sur les auteurs, mais les experts considèrent qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous autoriser à suspecter la Russie d'être à l'origine de ce genre d'attaque. Et encore une fois, la Russie, quand on dit la Russie, il faut être tout à fait, je dirais, nuancé, en ce sens qu'on peut utiliser aussi des organismes privés, on peut appeler un certain nombre de militants, on peut, je dirais même, orienter ou manipuler un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent mener ce genre d'investigation. Donc il est tout à fait clair que l'auteur, nous ne le savons pas, mais en tout cas pour les Européens et pour les États-Unis, aujourd'hui il y a une menace. Cette menace, elle vient de ce côté-ci du monde, il faut en avoir conscience. C'est une réalité, il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine, et cette guerre ne passera pas simplement par les armes, elle passe aussi par ces moyens-là. Tout le monde doit en avoir parfaitement conscience. Pour vous, donc la crainte des Américains, elle est justifiée? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en parle depuis un certain temps parce que les menaces de cyberattaque, elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais simplement compte tenu de la situation et de la géopolitique, il est tout à fait clair que là, les États-Unis ne sont pas invulnérables à cet égard. Et d'ailleurs, regardez par exemple les manipulations qui ont été ou qui ont pu être constatées au regard des élections américaines. La démocratie américaine, d'une certaine manière, a été orientée, où il y a eu des tentations de l'entraver à travers la manipulation des réseaux sociaux. Et on attribue cette tentation, cette tentative à la Russie à travers le jeu d'un certain nombre de personnes qui peuvent envoyer des messages pour orienter, pour influencer à travers... et il faut bien dire que ce n'est pas tout à fait conforme aux règles élémentaires du débat démocratique. Si un certain nombre de... étrangers ont des opinions à faire valoir ou veulent favoriser tel ou tel candidat, c'est tout à fait possible, après tout. Mais le faire de cette manière, c'est-à-dire de manière sous-jacente, en instrumentalisant les réseaux sociaux et en, je dirais, postant un certain nombre d'informations orientées sans en donner véritablement la source, c'est de la manipulation et ça fait partie aussi de cette intelligence économique orientée par le digital. Est-ce que vous pouvez nous citer, on va dire, énumérer les différentes catégories d'attaques numériques, de cyberattaques? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, il doit y en avoir plusieurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est aller sur les réseaux, c'est s'introduire dans les systèmes d'information des tiers qui viennent en violation sans autorité, s'introduisent dans son réseau, s'introduire dans son réseau de manière frauduleuse. Ouais. Il y a sans qu'il le sache sans que les titulaires de ces réseaux l'aient autorisé, en tout cas. Ils peuvent facilement le savoir, mais ensuite, il faut pouvoir l'en empêcher. C'est pas ce qu'on appelle des hackers? Absolument, voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire des gens qui viennent s'introduire dans des systèmes d'information pour collecter des informations, pour entraver le fonctionnement de ces sites Internet. Donc, vol de données. C'est une, on va dire, une des catégories de cyberattaque. Il y en a d'autres? Il y a aussi l'entrave au fonctionnement, le dysfonctionnement, créer le blocage, tout simplement, de ces institutions, de ces entreprises. Quelle cyberattaque russe menace la France? La France est menacée comme tous les États européens et tous les États occidentaux, tous ceux qui se sont mis, si je puis dire, dans une opposition vis-à-vis de la Russie, craignent aujourd'hui une cyberattaque qui vient de là. D'une façon générale, la France est une institution qui est relativement numérisée, même si elle a accusé aussi du retard en ce sens, et de fait, elle doit se prémunir contre des personnes, que ce soit des personnes physiques, des groupes organisés, ou même, le cas échéant, éventuellement des États, eh bien, elle peut évidemment se heurter à un certain nombre d'attaques qui sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des institutions. Et vous pensez à quel type d'institutions, par exemple? Par exemple, les hôpitaux publics ont été attaqués. Et là, vous savez que la situation peut être particulièrement grave, compte tenu, évidemment, les hôpitaux, ce sont des gens qui sont malades, ce sont des gens qui sont soignés. Ils sont soignés à travers des outils technologiques. Et si ces outils ne fonctionnent plus, ça, c'est grave. Les choses peuvent être particulièrement graves. Et là, c'est quelque chose qui relève même du crime. Oui, c'est ça. Donc, dans ces conditions-là, il est tout à fait clair que ça, c'est typiquement ce genre d'incident qu'il faut éviter. Après, il y a des administrations qui sont essentielles. Ce qui fournit l'électricité, lesquelles, par exemple, l'eau. Il faut les avertir. Voilà. Alors, eux, ils sont assujettis à des réglementations extrêmement rigoureuses, justement, compte tenu de leur statut. Et le problème, c'est qu'elles doivent respecter un certain nombre de règles, elles doivent avoir une architecture, comme on dit, dans leur système technologique d'information extrêmement verrouillée,
pour éviter justement qu'on puisse s'introduire facilement dans leur réseau, c'est quelque chose auquel elles ont l'obligation de le faire. C'est la loi qui le prévoit. On dit que pour tel ou tel secteur administratif, ils doivent faire preuve d'une très grande rigueur dans leur architecture numérique, mais il n'est pas certain aujourd'hui qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Moi, je pense notamment à des institutions telles que le ministère des Affaires étrangères. Oui, absolument. Tout à Je fait. parle sous votre contrôle, hein, le ministère de la Défense, le ministère, Bercy, le ministère des Finances. Hein. Ouais. Bien entendu, ils ont des systèmes d'information qui, je pense, ne sont pas tout à fait adaptés aux menaces actuelles et aujourd'hui ils courent un certain danger. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis un certain nombre d'années, hein, parce que cette menace de cyberattaque elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un effort important qui a été fait par les administrations, il y a des investissements qui ont été faits aussi. Mais ceci étant dit, aujourd'hui il est tout à fait clair que nous gardons quand même une certaine vulnérabilité et on ne peut pas régler les problèmes tout d'un coup. Mais encore, au moins, peut-on en prendre conscience désormais. Ouais. Et ça veut dire qu'en France, hein, puisqu'on vit en France, on parle de la France, toutes les structures, on va dire qu'elles soient privées ou publiques, sont sous la menace d'une cyberattaque. La menace, voire même des individus. Absolument, la menace. Tout le monde, on va dire. Tout le monde, bien sûr, mais ça c'est quelque chose, même le télétravail constitue une menace pour les individus. Donc si vous voulez, la digitalisation du monde nous a mis dans une très grande vulnérabilité, en même temps qu'elle nous a permis une très grande efficacité. Et donc aujourd'hui, nous devons, chacun d'entre nous déjà, et la fonction publique en particulier, mais chacun d'entre nous, à titre individuel, devons avoir conscience de cela et prendre garde. Avant de parler de ça, alors je voudrais savoir si la France est suffisamment, on va dire, préparée pour faire face à ce genre de cyberattaque. Disons que sur le papier, oui, en ce sens que la loi impose à un certain nombre de secteurs, il y a une certaine hiérarchie parmi les secteurs, mais selon que vous êtes essentiel, selon que vous êtes important, ou même à titre individuel, lorsque vous êtes même une petite entreprise, vous êtes assujetti à des lois qui sont relativement rigoureuses et qui vous obligent à avoir un système d'information à minima, je dirais, sécurisé. À vous entendre, on a l'impression que les moyens de protection ne passent pas par des moyens techniques, mais par des moyens juridiques. Hein. Ah, mais il faut déjà. Est-ce que c'est ça? Je me trompe? Il y a un petit peu de ça. En ce sens qu'il faut déjà que la loi vous dise que vous devez, par exemple, modifier régulièrement vos mots de passe. La loi vous dit que vous devez avoir un antivirus. La loi vous dit que vous devez utiliser Internet via un réseau chiffré, etc., etc. Ça, c'est ce que la loi vous dit. Et après, tout ça, c'est déjà suffisant pour se prémunir contre une cyberattaque, hein. Non, là, je parle au niveau, par exemple, individuel. Pour les entreprises personnelles, les entreprises privées, elles sont assujetties, vous savez, à ce qu'on appelle le RGPD, c'est un droit relatif aux données personnelles, et elles doivent, à cet égard, respecter un certain nombre de règles. Il y a le chiffrement, il y a des obligations d'organisation au sein d'une entreprise. Par exemple, fermer à double tour, ne pas laisser tout le monde pouvoir accéder à toutes les données personnelles de l'entreprise. Donc ça, ce sont des règles minimales. Elles s'écrivent dans la loi. Elles s'imposent, par exemple, à travers des chartes informatiques au sein de l'entreprise. Et puis, le cas échéant, il faut les mettre en œuvre. Là, ce n'est pas du droit. Là, c'est de la sécurité informatique. Et selon l'importance de votre situation, selon que vous êtes une organisation, encore une fois, essentielle, importante ou de moindre importance, eh bien, vous avez un certain nombre de règles. Bon, et ces règles, en fait, ce sont des règles de droit, certes, mais elles se matérialisent par des obligations en termes de sécurité, d'outils informatiques. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, que c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, que c'est long, et tout le monde n'a pas, je dirais, fait le nécessaire. Et pourtant, les moyens juridiques, hein, enfin, je veux dire, demander à tout le monde de prendre des précautions au niveau juridique, je ne pense pas que ce soit très long ni difficile. Mais il y a tellement de réglementations dans notre pays, si vous voulez, qu'en réalité, c'est quand même quelque chose qui peut être facilement lourd. Si les entreprises obligent leurs employés à le faire, je pense que après, c'est une prise de conscience. Disons qu'il faut emmener la société. La technologie, on va dire, les progrès techniques peuvent être très longs, mais le respect des mesures juridiques, je ne le pense pas. Ça dépend de l'entreprise à laquelle vous faites référence. Quand vous avez des grandes entreprises, elles ont les moyens de mettre en place un certain nombre de systèmes d'information
et elles le font de sensibiliser aussi les salariés sur ces questions-là. Ça c'est un fait, mais quand vous êtes une moyenne entreprise et que vous êtes assujetti déjà à un certain nombre de règles, vous devez vous heurter à une règle supplémentaire et il faut mettre en place un certain nombre de systèmes, faire des investissements. Et, faire des investissements. Faire des investissements et ça n'a pas toujours été fait. Mais justement, alors faire des investissements, comment? Quel type d'investissement concrètement aujourd'hui, puisque là, on parle justement d'une menace de cyberattaque qui est réelle, hein, mais si on doit faire des investissements, quel type d'investissement doit-on faire? Il faut utiliser des outils de cybersécurité qui permettent d'avoir une architecture solide, en ce sens que personne ne peut facilement s'introduire, comme on a dit tout à l'heure, dans les réseaux d'information aisément pour collecter des données, pour récupérer les informations de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement cher en réalité, y compris pour les grandes entreprises. Combien alors? Mais ce sont des logiciels, vous avez tout un tas d'entreprises qui se sont mises sur ce marché, qui est un marché extrêmement porteur d'ailleurs. Emmanuel Macron avait annoncé des milliards d'investissements en ce sens. Joe Biden avait fait de même aussi en convoquant un parterre d'entreprises très importantes pour les sensibiliser à ce fait. Et pour une entreprise moyenne qui peut être aussi vulnérable et faire l'objet de cyberattaques, parce que ce n'est pas que les entreprises du CAC 40 qui sont menacées. Ce sont aussi des petites et moyennes entreprises qui ont des outils, qui ont des brevets, qui ont des propriétés intellectuelles et qui peuvent aussi, elles aussi être menacées. Ce sont des coûts extrêmement importants. Alors, donner des prix concrets, c'est compliqué à vous dire, mais une chose est sûre, c'est que... Est-ce que vous pouvez donner une fourchette? C'est des logiciels qui peuvent coûter 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, Ça démarre à 30 000 euros. Pour être efficace. On peut dire ça. Je vous pose des questions très concrètes parce que seules les réponses concrètes peuvent aider les gens à vraiment se prémunir. Non, mais vous avez raison. Il faut utiliser. Et ça démarre à 30 000. Il faut utiliser tout un écosystème d'informatique. C'est pas simplement avoir un petit ordinateur et donner un ordinateur à son salarié. Il faut mettre en place un réseau et mettre des outils à l'intérieur pour protéger ces informations. Par exemple, il faut payer un cloud. Vous savez qu'on enregistre les données dans des univers numérisés dans lesquels on s'assure qu'ils sont sécurisés, mais tous les clouds ne sont pas à la hauteur et en mesure d'assurer parfaitement cette sécurité. Ça coûte une certaine somme, mais si vous allez plus loin parce que la menace est très importante, à ce moment-là, vous allez multiplier les outils et ça peut coûter des sommes tout à fait importantes. Donc ce sont des vrais investissements. Il n'y a pas que les outils en soi, il faut les utiliser, ces outils. Donc il y a de la formation. Et puis après, il faut sensibiliser les salariés. Donc il y a tout un écosystème à mettre en place. Ce n'est pas simplement des outils techniques, il y a aussi de l'organisation au sein de l'entreprise. Il faut mettre en place une charte informatique. Il faut que les salariés aient un certain nombre de réflexes. Il y a des faux mails, par exemple, où on vous dit que vous devez faire le virement pour l'entreprise à tel endroit. Ce sont des arnaques, si vous voulez. Ce sont des arnaques bien connues dont tout le monde doit se prémunir, mais ce n'est pas tout à fait évident. Et puis aussi, vous devez payer peut-être des assurances qui peuvent vous prémunir aussi contre un certain nombre de risques. Et ça coûte très cher aussi. C'est tout un écosystème à construire. Mais est-ce qu'il ne serait pas trop tard? Je veux dire, puisque la guerre... en Ukraine a éclaté absolument, mais de façon soudaine pour la plupart d'entre nous, même si certains l'avaient prévu. C'est pas un proverbe chinois qui dit que chaque crise peut être aussi l'occasion de tirer des conséquences. La crise est en même temps une opportunité. Une opportunité, voilà. C'est vrai. Ceux qui ne sont pas c'est facile à dire quand vous voyez toutes les victimes de la guerre. Oui, tout à fait, mais disons que s'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas fait absolument comme on l'aurait voulu, au moins peut-on aujourd'hui utiliser cet événement pour en prendre conscience et, le cas échéant, pour faire le nécessaire. Ça, je pense qu'au moins peut-on en prendre conscience et travailler pour, je dirais, renforcer notre système informatique et nos systèmes d'information, que ce soit les entreprises privées ou les organismes publics. Vous qui êtes un grand spécialiste du droit numérique, est-ce que vous avez déjà vu, on va dire récemment, un certain nombre de structures, qu'elles soient privées ou publiques, prendre des mesures pour justement se prémunir contre d'éventuelles cyberattaques russes? Mais tout à fait, bien sûr. Oui. D'ailleurs, pour les grandes entreprises, c'est une... je dirais, ils sont sensibles à cette situation depuis un certain temps et c'est une véritable, je dirais...
enjeu, enjeu. Ouais. C'est un questionnement permanent, quotidien, bien entendu. Et pour les entreprises de moindre importance, il faut les accompagner en fonction de leurs moyens. Il faut aussi mesurer la menace, parce que vous n'allez pas utiliser tout un système pour une petite entreprise. Il faut aussi mesurer la menace. Mais lorsque vous êtes vulnérable, au sens où ce dont vous disposez, les informations que vous avez peuvent intéresser ou dont l'entrave peut conduire à des conséquences importantes, alors vous devez mettre en place un certain nombre de mesures et j'accompagne un certain nombre d'entreprises en ce sens et il faut les aider à respecter l'ensemble des réglementations et à mettre en place ce fameux écosystème. Ça passe aussi par la sensibilisation des salariés, les outils technologiques, des systèmes d'information tout à fait fiables, une éthique dans l'utilisation de ces outils aussi, à travers les objets connectés, les outils mobiles qu'on utilise pour les commerciaux qui vont avec des ordinateurs portables ici et là. Il y a un protocole à respecter pour minimiser, parce que de toute façon, il n'y aura jamais de prévention. Il n'y a pas de risque zéro. Voilà, absolument. Oui, c'est ça. On ne pourra jamais s'en prémunir totalement, mais disons comment on peut minimiser les risques. Et ça, c'est très important parce que les conséquences peuvent être redoutables. Tout à l'heure, vous avez prononcé un mot qui a attiré mon attention. Ce mot-là, c'est identifier. Voilà. Alors, je vais citer quelques exemples, on va dire 2 ou 3 exemples, pour vous demander de nous dire comment identifier les menaces. Par exemple, pour une entreprise audiovisuelle comme la nôtre, par exemple, pour une chaîne de télévision, quelles sont les menaces qu'on peut identifier. Concrètement, ceux qui sont en charge du système d'information doivent quotidiennement contrôler qu'il n'y ait pas d'incident dans l'introduction dans les systèmes d'information, qu'il y ait des failles, qu'il y ait des mauvaises informations, qu'il y ait des entraves dans l'organisation du système d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des logs. C'est-à-dire que quotidiennement, vous avez un journal d'activité dans votre système d'information. Les personnes qui sont en charge du site internet doivent le savoir, qui leur permet de s'assurer que personne ne s'est introduit frauduleusement sans le mot de passe à l'intérieur de votre site internet. Et si c'est le cas, il s'agirait plutôt d'un éventuel vol. Non, parce qu'une fois que vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez détruire des informations, vous pouvez y accéder, vous pouvez, rendre très difficile la diffusion de ce que vous voulez, vous pouvez manipuler aussi les informations que vous entendez vous diffuser. Donc les choses peuvent aller très très loin. Ça veut dire qu'une fois manipulées, les informations que nous on reçoit en aval seraient des fausses informations. Absolument, on peut usurper votre identité, on peut usurper l'identité d'un responsable qui peut... Donc à ce niveau-là, on doit faire attention. Absolument, c'est la raison pour laquelle, après ça sont des choses toutes bêtes aujourd'hui bien connues des gens, quand on dit qu'il faut changer régulièrement ses mots de passe, ne pas donner des mots de passe qui sont proches de qui font référence à des éléments de votre vie personnelle, quand on dit aussi qu'il faut mettre en place un système d'organisation où tout le monde ne peut pas accéder à tout au sein du système d'information, ce sont des choses très importantes. Quand il faut checker et valider les informations que vous intégrez dans votre système d'information par un tiers, ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Ça, c'est au niveau de la production de contenu. Mais au niveau de la diffusion de contenu, comment se prémunir contre une éventuelle cyberattaque ? Après, je ne connais pas suffisamment vos modalités, je dirais, de diffusion, mais vous devez être sûr que dès que vous êtes dans la numérisation d'un événement, par exemple d'une situation, comme c'est le cas quand vous diffusez du contenu, on peut s'y introduire et on peut entraver ce processus d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez être extrêmement rigoureux dans la manière dont vous allez autoriser les personnes à utiliser vos outils et dans la manière dont vous allez les utiliser. Et très facilement, dans la vie quotidienne, il va y avoir une négligence qui va, je dirais, s'installer, une routine, si je puis dire. Et c'est par cette routine que les hackers peuvent s'introduire dans votre cerveau. Ouais. Alors, je pense à un autre exemple. Ça, c'est un petit peu aux antipodes de l'exemple que je viens de citer par rapport à une chaîne de télévision. Je pense notamment à des centrales nucléaires. Alors, quels sont les types de menaces qu'on peut identifier pour protéger ces centrales nucléaires? Parce que la France est particulièrement bien dotée de centrales, n'est-ce pas? Elle fait partie justement, les centrales nucléaires font partie de ces organismes considérés comme vitaux. Justement. Et dans ces conditions, ils sont assujettis à des règles extrêmement rigoureuses, tout à fait particulières, où tout est absolument... L'architecture est faite tout est isolé, si je puis dire. Tous les systèmes d'information ne sont pas liés entre eux.
Ils sont isolés. Donc si vous voulez, pour les hackers, il est très difficile de s'introduire pour le coup dans ces systèmes d'information. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement bien protégé, bien Encore une fois, sécurisé. vous ne pouvez pas vous prémunir à 100%. Mais il est tout à fait clair que même la NSA a été hackée, si je puis dire. Même les services de renseignement américains ont été hackés. Donc il y a toujours une faille dans un système d'information, dans une architecture, aussi rigoureuse soit-elle, quels que soient les murs que vous mettez en place pour vous protéger. Et puis un jour, un État, un groupe, privé ou public, trouvera la faille et s'y introduira. Alors jusqu'à dans quelle mesure il pourra enclencher je ne sais quel processus dangereux pour chacun d'entre nous, je ne sais pas. Mais même ces organismes-là sont sous une menace et je peux vous dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de systèmes de contrôle, de contre-contrôle, de check, de vérification pour limiter, je dirais pas à 99% parce que ça ne sera pas le cas, pas à 95%, mais tous les jours, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour assurer la sécurité informatique de ces organismes particulièrement sensibles. Je ne pense pas que la France soit particulièrement bien dotée. Disons qu'elle est bien dotée sur le plan juridique, en ce sens que depuis un certain nombre d'années, elle a pris la mesure de la situation et elle a obligé un certain nombre d'organismes, toutes les entreprises, y compris les plus petites, sont assujetties à des règles de sécurité informatique. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elles le font aujourd'hui? Ça, c'est tout à fait moins sûr. Les entreprises privées, certainement pas. Les entreprises publiques aussi, parce qu'elles manquent de moyens financiers. Et il y a déjà un certain nombre de priorités. Et il est tout à fait clair qu'il y a, on a accusé un retard très important en la matière. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une menace pour un certain nombre d'institutions qui est tout à fait claire. Et cet événement doit être aussi peut-être le moyen de sensibiliser chacun d'entre nous à cette situation.